présenter chacun, chacune, brièvement avec leur biographie pour donner le coup d'envoi sur notre conversation. Tout d'abord, Madame le maire Clara Brugada de la mairie d'Iztapalapa dans la ville de Mexico, économiste et féministe. Depuis un très jeune âge, elle travaille pour la transformation de la ville de Mexico. Elle lutte de façon acharnée pour la démocratie dans les législatures locales et fédérales en but de promouvoir les droits sociaux des citoyens mexicains. Elle a été élue par l'Assemblée constitutive de la ville de Mexico. Elle a été vice-présidente et elle a promu un programme aux droits sociaux. C'est une leader très importante du Parti Morena et la première maire de la mairie d'Iztapalapa dans la ville de Mexico. Je présente Isabel Andreoni également, maire remplaçante de Montevideo, Uruguay. Et depuis 2010, elle fait partie du gouvernement de Montevideo en Uruguay, directrice du département rural au développement productif et économique. Et elle a été élue comme maire remplaçante de 2020 à 2025. Elle cherche à concevoir des lignes stratégiques et publiques et des politiques pour la production familiale. Elle gère des projets basés sur la production, la circulation et la consommation en vue de promouvoir le développement social, urbain et rural. Et Madame Oihana Aguirre Goitia, je vous la présente également. Et je m'excuse de ne pas avoir bien prononcé son nom, je m'excuse. Elle a été conseillère au niveau urbain pour les consommateurs en recherchant des développements de politiques municipales pour la santé en promouvant une meilleure inspection et en promouvant les droits des consommateurs des villes. Elle a été élue pour le conseil de l'Institut des sports au niveau local et également conseillère à la coopération internationale pour la conception de politiques d'égalité entre hommes et femmes. Elle cherche à développer des politiques de développement international liées à la diversité culturelle. Et actuellement, elle est conseillère et elle conçoit et elle gère des projets de co-création et de participation citoyenne. Smart Bilbao est également une responsabilité qu'elle gère et qu'elle porte également. Et c'est un outillage de modernisation des services pour améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la ville de Bilbao. Et j'ai l'énorme plaisir de vous présenter Pierre Oumig, maire de la ville de Bordeaux en France. Pierre Oumig est activiste dans le contexte des organisations de la société civile. Il a travaillé dans le contexte de la politique. Elle fait partie de la génération écologie depuis 1998. En 1992, il est devenu ministre régional d'Aquitaine et quelques années après, il a été élu maire de Bordeaux. Son programme Bordeaux Respire l'a mené à être élu en 2020 et il est devenu le premier maire écologiste de la ville de Bordeaux. Il considère que l'économie sociale joue un rôle crucial pour rechercher des opportunités, des chances et une transition. Peu de temps après avoir été élu, il a mis en place une politique proactive d'économie sociale et solidaire. Le premier accord de collaboration dans le cadre de l'économie sociale et solidaire dans le pays a été signé dans sa région avec d'autres projets qu'il a portés dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Finalement, je vous présente également Monsieur Sourhan El Guardali, maire de Dakar au Sénégal. Il a commencé à travailler dans le contexte de la politique depuis 1990. Il travaille activement à l'Alliance du Progrès. Il est devenu secrétaire général de la municipalité du Sacré-Cœur et présidente du département de Dakar et du bureau politique de la ville de Dakar. En 1999, elle est devenue Madame le maire adjointe de Dakar, chargée de la culture. En 2014, elle a été élue
maire adjointe et depuis 2017, elle préside une organisation dans la ville. Plus tard, elle est devenue la première maire de la ville capitale du Sénégal, Dakar. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Sorry, I was muted. I will cut. J'avais fermé mon micro, j'avais éteint mon micro, mais je voulais ajouter, je tenais à partager le mode de la discussion qui sera présenté aujourd'hui, mais je tiens à présenter le thème général que les organisateurs du G7 21 ont proposé pour notre session. Et ce sont les thèmes à entretenir. Quels sont les groupes, les sociétés, les pays et quelles routes doivent-ils prendre pour créer un monde qui est meilleur et plus inclusif? Quelles actions clés doivent être promues au niveau local pour pouvoir relever ces défis si larges, ces thématiques si importantes? Alors nous allons poser 3 questions plus spécifiques que nous allons poser à nos intervenants et je vous prie de répondre à chaque question. La première. La COVID-19 nous a posé de nombreux risques à tous les niveaux de gouvernement. Et aujourd'hui, nous devons reconstruire, mais reconstruire en mieux. C'est pour cela que le rôle des gouvernements locaux est devenu crucial. Comment imaginez-vous ce procès de co-création, que ce soit une voie vers une économie sociale et verte? Par le biais de l'économie sociale et solidaire dans votre ville. Votre ville collabore-t-elle avec des acteurs et des organisations de l'économie sociale et solidaire pour parvenir à cet objectif? Chaque panéliste aura 5 minutes pour répondre à cette première question. Et maintenant, je cède la parole à Madame Clara Brugada, le maire d'Iztapalapa. Madame, vous avez 5 minutes. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes et à tous ceux qui se sont joints à ce forum d'économie sociale et solidaire. Iztapalapa es la alcaldía con más habitantes de la Ciudad de México y uno de los más grandes de todo nuestro país. Et l'une des plus grandes mairies de notre pays. Iztapalapa n'a pas situación muy grave de pobreza y rezagos de manera histórica. Así que hablar de economía social y solidaria en los lugares como Iztapalapa es muy importante. Tomando en cuenta el tiempo, ce thème. Bon, compte tenu du temps, je tiens à me centrer sur deux expériences que nous avons menées dans notre mairie et que nous avons mises en œuvre qui s'associent au renforcement et à la reconstruction suite à la pandémie et l'incorporation d'autres acteurs. Nous avons déjà lancé un programme très important intitulé de la zone rurale à la ville, que cette mairie fasse que les producteurs de la campagne, des zones rurales qui ne se trouvent pas à Iztapalapa, qui se trouvent partout dans notre pays, puissent rapprocher leurs produits directement aux consommateurs tout en créant ces régions de consommateurs, les consommateurs et les producteurs, les pro-consommateurs, très important. Nous ne parlons pas de n'importe quelle quantité de produits, mais nous parlons d'une bonne distribution commerciale. Alors, la mairie a porté ces produits à bas prix directement, sans intermédiaire, et pour que les personnes puissent avoir accès à ces produits ayant droit à l'alimentation comme un des objectifs, se nourrir de façon saine et avec une organisation directe, un approvisionnement direct de la campagne à la ville. Ce programme a eu un si bel impact dans notre mairie que, en ce moment, nous sommes en train de l'universaliser pour toute la ville de Mexico. Par ailleurs, l'agriculture urbaine
dans des villes aussi peuplées, dans des zones aussi peuplées que Iztapalapa est une des grandes tâches à gérer. Dans le futur, nous avons l'agriculture urbaine, la production de jardins potagers urbains et c'est un des grands axes sur lesquels on se cible en ce moment. Et un autre thème très important, c'est un programme social qui a vu le jour en plein milieu de la pandémie, quand le confinement était la priorité et qu'on devait en subvenir aux problèmes d'alimentation de la population. Nous n'avons pas voulu acheter les aliments de base, c'est-à-dire des paniers d'alimentation qui allaient être distribués aux personnes, parce que ce que la mairie allait faire, c'est d'acheter à un fournisseur des centaines de milliers de produits de base. Alors, nous avons lancé le programme Mercomuna, marché, communauté et approvisionnement. Et l'idée était de donner des bons échangeables et qui peuvent être échangés comme si c'était de la monnaie locale. On l'appelle les bons Cuitlahuac. Ce n'est pas de la monnaie car nous ne sommes pas légalement autorisés à l'utiliser comme de la monnaie, mais c'est des bons qui, d'un côté, on pourrait les donner à la population la plus vulnérée, 200 000 familles, et ces bons ont été échangés dans les marchés, les petits commerces locaux, l'économie locale, et cela a représenté un chiffre d'affaires de 500 millions de pesos mexicains à partir de ce programme. Et voici une des grandes expériences très importantes. Nous avons généralisé dans de nombreuses mairies ce système. Nous avons très peu de temps pour l'expliquer, mais voici à grands traits les idées que nous partageons depuis la mairie d'Iztapalapa, ce que doit faire une mairie pour y parvenir. Alors, nous allons être à l'écoute de vos questions si jamais vous en avez. Merci beaucoup, Clara Brugada. Et maintenant, en représentation de la mairie de Bilbao, Wihame Aguirre-Goitia, aidez-nous à répondre à cette question en 5 minutes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Nada, desde Bilbao, indicar que Bilbao, vous dire que la COVID-19 a déchaîné une situation inédite à Bilbao comme dans le reste des villes, les villes du reste du monde. Nous l'avons vécu depuis la ligne de feu et nous sommes face à une crise de santé à grands impacts et une crise sanitaire, mais une crise socio-économique possiblement. L'économie et la société n'iront pas en arrière, mais les réalités qui étaient déjà là avant la crise, la valeur de la coopération et la précarité en matière de travail et la prise en charge sanitaire. Nous devons maintenant apprendre la leçon pour parvenir à un modèle de société qui soit meilleur où ne manqueront jamais la cohésion, la résilience, la transition numérique, la transition énergétique, la responsabilité sociale et surtout la collaboration et les opportunités. L'émergence du Covid impose des défis aux gouvernements locaux qui, avec les agents de l'économie solidaire et sociale, peuvent faire avancer 3 nouveaux scénarios pour une économie plus inclusive et durable. Le premier des scénarios est une communauté locale inclusive et protectrice des personnes, où les personnes deviendront le centre des programmes locaux afin de garantir les droits socio-économiques de toutes les personnes et de prioriser les ressources pour soutenir les stratégies et les programmes de protection sociale que ni la pandémie ni le fonctionnement du marché devront laisser en arrière. Il s'agit également de promouvoir une culture du bien commun, d'une organisation locale inclusive pour tous qui universalisera les droits. Il s'agit également de promouvoir une nouvelle organisation sociale des soins permettant la protection et les soins pour toutes les personnes dans des conditions dignes et à travers la
responsabilité partagée par toute la société. On parle des institutions et des foyers. Par ailleurs, un autre scénario est une stratégie de transition écosociale afin de construire un développement local durable avec des mesures comme la limitation de la consommation des ressources, la mobilité durable, la gestion écologique des résidus, la gestion efficace de l'eau et une gestion durable du territoire. Et le troisième et dernier des scénarios, c'est une nouvelle économie pour une communauté équitable et durable. On parle là de faire avancer un changement dans le système productif, mettant la vie au centre de toute l'activité, de compatibiliser et de partager les tâches productives, la valorisation des biens et des services d'utilité publique et de promotion d'économie directe et circulaire. Nous mettons l'accent également sur une stratégie de valorisation des chaînes de production locale et durable, les circuits courts de commercialisation et de commerce local, la consommation consciente. Nous misons également stratégiquement pour le développement de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement sur le développement d'activités économiques mettant l'économie sociale au bien de la communauté, la banque sociale, la consommation le progrès des énergies renouvelables, le commerce juste, la gestion durable des résidus, les technologies ouvertes, les économies communautaires. Et donc, des lignes de travail, comme vous le disais, il s'agit là de lignes de travail fondées sur ces trois scénarios. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons céder la parole à Isabelle Andreoni de Montevideo. Vous avez 5 minutes pour répondre à ces questions. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Le gouvernement de Montevideo est un gouvernement qui est un département avec 8 mairies et nous avons même une zone rurale qui est la zone la plus grande du département et une ville qui concentre 41% de la population nationale, ce qui établit des politiques vers une autre économie. Ça fait 32 ans d'exécution depuis que le Front large de Montevideo a gagné les élections. Mais devant la pandémie, nous avons développé un plan, le plan ABC, qui est un plan de soutien aux citoyens. Et nous avons 2 axes fondamentaux, l'alimentation et la nutrition, parce que sinon les nutritionnistes se fâchent, et aussi un plan de développement de l'emploi. Comment fait le gouvernement de Montevideo pour faire face à la syndémie, puisque c'est le résultat de plusieurs pandémies, résultat d'une crise civilisatoire? Eh bien, nous essayons d'approfondir des politiques qui durent depuis plus de 20 ans et parfois plus de 30 ans. L'objectif du pôle industriel où l'on donne le soutien nécessaire à toutes les gammes de la petite industrie, le parc d'activités agricoles, 30 hectares de services pour ceux qui veulent accéder à la terre avec un programme de production agroécologique. Tout cela répond à des stratégies définies depuis 1992 et qui sont mises en œuvre à travers l'économie sociale, parce que l'agroécologie est une expression de la transformation systémique de ce système capitaliste. Les PME peuvent compter avec un soutien non seulement pour leurs entreprises
en termes d'accompagnement, mais également en termes de fonds. Il y a une infrastructure où beaucoup d'acteurs trouvent dans cet espace une manière de continuer à développer leurs activités. Je vais certainement oublier beaucoup de choses, mais il faut également prendre en considération que le gouvernement de Montevideo met un emphase sur le fait qu'il ne va pas y avoir de transformation ni économique ni sociale si l'on ne finit pas avec le colonialisme et le patriarcat. Toutes les actions dans les gouvernements locaux ont une visée. Nous disons que la mairie est le premier niveau de gouvernement. Ce n'est pas le troisième niveau de gouvernement. Au contraire, c'est le premier. C'est celui qui va appliquer toutes les transformations culturelles qui vont parvenir à la transformation des bases sociales et politiques, sociales, économiques et politiques. Toutes ces actions ont pour objectif de promouvoir et de créer des instruments d'inclusion sociale et de transformation territoriale avec un abordage multidisciplinaire, interinstitutionnel et intra-institutionnel, avec des dimensions sociales, productives, technologiques et éducatives. Bon, c'est un panorama grosso modo parce qu'il est très difficile de rendre compte de politiques qui ont duré 30 ans. Merci beaucoup. Je voudrais souligner avec toi l'importance des mairies qui sont en fait le premier niveau du gouvernement et non pas le troisième. Je salue maintenant la présence du maire de Bordeaux. Vous avez 5 minutes, Monsieur Pierre Urmic. Soyez le bienvenu. Je vous remercie de me donner la parole. Je vais essayer de brièvement vous exposer la façon dont on essaie effectivement de créer une voie vers une économie verte et inclusive avec et grâce à l'économie sociale et solidaire, et la façon dont nous collaborons avec les acteurs et les organisations de l'économie sociale et solidaire pour arriver à atteindre cet objectif auquel nous sommes très, très attachés ici à Bordeaux. Alors, j'ai envie de dire que la crise de la Covid-19, elle a soulevé une question cruciale pour l'économie de demain, qu'on peut résumer en 3 mots, c'est stop ou encore. La question que nous nous posons, nous ici comme ailleurs, allons-nous redémarrer le monde d'avant ou allons-nous avoir pour souci de réinitialiser le système pour précisément inventer le mode d'après? Alors, nous, c'est dans ce contexte-là que notre nouvelle majorité municipale, qui était issue d'une liste qu'on avait appelée Bordeaux Respire, donc cette liste, elle a été élue précisément en fonction d'un certain nombre d'engagements que nous avions pris il y a un peu plus d'1 an pour amorcer le changement, ce qui implique de concevoir la ville comme, je dirais, un laboratoire où innover et expérimenter sont des solutions nouvelles. Nous abordons ainsi l'économie sous l'angle de la transition écologique et de la création des métiers de demain. Dans ce cadre, en lien étroit avec la métropole, parce que la ville de Bordeaux dépend aussi d'une métropole qui réunit la ville de Bordeaux plus les 27 communes qui l'entourent, donc c'est ce qu'on appelle la métropole, et qui, elle, a des compétences dans le domaine économique. Donc, avec cette métropole, nous avons ainsi redéfini les missions de notre agence de développement économique. Parce que nous avons, comme beaucoup de collectivités ici en France, des agences de développement économique qui sont chargées de faire venir de nouveaux investisseurs. Donc, celle de Bordeaux Métropole s'appelle Invest in Bordeaux. Et nous avons eu pour souci immédiat d'ouvrir cette agence de développement économique à l'économie sociale et solidaire et aussi aux entreprises ayant un impact positif. Et quand je parle d'entreprises ayant un impact positif, je fais référence à celles qui ont
notamment un impact carbone positif. Nous ne souhaitons pas ici accueillir à Bordeaux des entreprises qui ne participeront pas aux efforts que nous faisons tous pour décarboner notre environnement et donc pour décarboner notre économie. Nous avons pour objectif, comme beaucoup, d'arriver à une empreinte carbone neutre en 2050. Il est certain que nous ne le ferons pas tout seuls, nous le ferons avec les entreprises. Donc, il est de notre devoir maintenant d'accueillir des entreprises à impact positif, c'est-à-dire des entreprises qui prennent l'engagement de participer à notre processus de décarbonation de l'environnement urbain bordelais. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Je ne vous dis pas que ça a été facile à imposer, mais c'est une nouvelle philosophie d'une agence de développement. Auparavant, l'agence de développement avait pour slogan Magnétique Bordeaux, c'est-à-dire qu'on voulait tout attirer à Bordeaux, ce que nous appelons ici des chasseurs de primes, c'est des entreprises qui disent « Ah, mais je veux bien venir sur votre territoire, il me faut tel ou tel avantage, telle ou telle prime », et il n'y avait pas de conditionnalité. Ben, maintenant, on considère que nous pouvons avoir un dialogue constructif avec les entreprises souhaitant s'investir et investir à Bordeaux pour qu'elles concourent à cet impact positif. Et nous sommes heureux d'avoir fait partager aux autres partenaires de cette agence Invest in Bordeaux cette préoccupation qui était tout à fait nouvelle dans le panorama local. Alors, la ville de Bordeaux se positionne aussi sur l'animation et l'accompagnement des entreprises à la transition écologique en lien avec notre écosystème. Et en parallèle, nous sommes en train actuellement d'élaborer la feuille de route de la métropole sur le développement économique qui nous offrira des leviers pour inciter à cette transition et surtout à la réussir. Alors, dans ce projet, l'économie sociale et solidaire occupe une place tout à fait centrale, à la fois pour défricher les possibles grâce aux innovations sociales qu'elle draine, mais aussi pour la faire changer d'échelle, comme elle incarne déjà l'économie de demain. Il faut qu'elle se développe comme étant une vision de l'économie de demain. Alors, Bordeaux renforce pour cela ses partenariats avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous dirais, à titre d'exemple, d'illustration, demain, nous avons un conseil municipal ici à Bordeaux, et demain, à l'occasion de ce conseil municipal, nous voterons une subvention en vue de formaliser un partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire sur d'économie circulaire, sur les questions d'économie circulaire. Donc, délibération demain, je pense, sera largement approuvée par notre conseil municipal. Nous avons aussi adopté au mois de juin dernier un règlement d'intervention pour les prises de capital dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Nous voulons que la ville puisse prendre du capital dans ces sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est comme ça qu'on est immédiatement devenu sociétaire d'une société qui s'appelle Cities, qui est une société coopérative d'autopartage, qui participe d'ailleurs au mouvement des liquors, que vous connaissez peut-être, mais ces startups coopératives qui essaient d'inventer de nouveaux modèles de mobilité. Pour nous, l'autopartage tel qu'elle est prônée par Cities correspond tout à fait à nos objectifs d'apaiser la circulation dans Bordeaux et donc d'inciter nos compatriotes à avoir recours à ces sociétés d'autopartage. Donc, pour encourager Cities, nous avons pris des parts dans le capital. Et enfin, dernier exemple ou dernière illustration, nous sommes en train de travailler actuellement avec une monnaie locale pour que la ville de Bordeaux adhère à cette monnaie locale, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement. Donc, elle adhère à la monnaie locale et qu'elle puisse ainsi aider la monnaie locale dans son développement. Donc, voilà quelques exemples que je souhaitais vous donner pour illustrer mes propos. Je vous remercie. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Very inspirational, important link between social solidarity economy and the circular Muchas economy. gracias. Merci beaucoup. C'est très inspirateur. Nous avons beaucoup aimé de connaître vos efforts de manière un peu plus proche. Un grand plaisir, un grand honneur. Nous allons maintenant passer aux questions. Madame Mouadini, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour à tout le monde. Depuis Dakar, donc, capitale du Sénégal, sur le bord de l'océan Atlantique. Alors, je voudrais donc vous dire qu'au niveau local, la ville de Dakar a mis en place plusieurs mécanismes progressifs mais complémentaires qui contribuent à améliorer la vie des populations en vue d'impacter sur un monde meilleur, plus inclusif. Il s'agit, dans un premier temps, de la mise en place d'un mécanisme de soutien aux familles en situation de pauvreté à travers un soutien au développement d'activités génératrices de revenus, AGR, qui assure l'autonomisation surtout des femmes chefs de ménage. Constatant les limites de ce mécanisme qui répond plus à un filet social pour des actions individuelles, j'ai décidé en mettant en place le Fonds de développement municipal FODEM est la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, de changer de paradigme stratégique en passant du soutien aux activités génératrices de revenus à la promotion et au financement des projets de l'économie sociale et solidaire à travers un mécanisme d'encadrement et de financement des projets avec le triptyque formation, financement, accompagnement. Le soutien au volontariat aussi, une impulsion à la dynamique de la participation citoyenne dans le processus de construction urbaine. C'est ainsi que nous avons mis en place la police municipale. Ce processus est renforcé par un programme de développement de l'agriculture urbaine avec la promotion pour soutenir une économie verte et circulaire dans la ville de Dakar. Il s'y ajoute aussi un mécanisme de soutien à la culture urbaine avec une démarche communautaire de promotion socio-culturelle qui accompagne la créativité et les capacités d'innovation des jeunes et des associations socio-culturelles. Enfin, avec la création de la maison de l'enfant et celle de la femme, qui va parachever ce dispositif qui essaie de répondre au plus près des attentes de Dakarois. Le plan local de développement de l'économie sociale et solidaire de la ville de Dakar en cours d'élaboration dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire nous permettra à coup sûr d'ouvrir d'autres chantiers d'avenir. Si la COVID-19 a plus ou moins épargné nos villes africaines en termes de factures sanitaires, exemple les décès, la résilience de nos collectivités pour faire face aux impacts des mesures de lutte a été mise à rude épreuve. Cette situation a relevé un certain nombre de défis, à savoir un défi 1, mettre en œuvre un plan de soutien à la résilience des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour supporter le choc et l'impact du COVID-19. Il s'est agi pour nous, au niveau de la ville de Dakar, de prendre des mesures d'urgence prenant en compte la vulnérabilité des entreprises sociales de l'économie sociale et solidaire pour leur permettre d'assurer leur viabilité. De prendre des mesures de relance et de structuration à court et à moyen terme de l'économie sociale et solidaire en anticipant sur un plan de relance post-COVID-19 de grande envergure. Inciter les entreprises sociales à développer des biens et des services adaptés, à renforcer la résilience des communautés. Exemple des entrepreneurs sociaux de la couveuse d'entreprises pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise CEPEM. C'est un incubateur d'entreprises de la ville de Dakar. Le deuxième défi, c'est de définir un cadre juridique des entreprises sociales pour les restructurer et les réorganiser. Voter la lettre sectorielle de la politique de l'économie sociale et solidaire, validation technique effective, élaborer et mettre en œuvre le plan de développement local de l'économie sociale et solidaire de la ville de Dakar. Le troisième défi, c'était de faciliter l'accès aux marchés publics et aux ressources financières aux organisations d'économie sociale et solidaire. L'accès direct à la commande directe des entreprises sociales, faciliter l'accès des entreprises de l'économie sociale et solidaire de la ville de Dakar au dispositif de l'accord cadre signé entre l'État du Sénégal et les banques dans sa gestion de la pandémie du coronavirus afin d'aider les entreprises en cette période de crise. Et la ville de Dakar a aussi répondu à l'appel à la solidarité en remettant un chèque de 100 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Un don en matériel sanitaire et médical a été fait aux 4 hôpitaux du département de Dakar référencés dans le cadre du plan national de réponse
contre la COVID-19. L'ensemble des 56 lycées et collèges de Dakar ont été entièrement désinfectés par anticipation à une éventuelle rentrée scolaire. Il en a été de même pour l'ensemble des bâtiments administratifs de la ville de Dakar recevant du public, y compris les centres d'état civil et les 14 centres socioculturels. Et enfin, relancer les activités des entreprises des femmes artisanales de transformation, d'innovation sociale avec des commandes directes aux entreprises de millions de masques artisanaux, préachat de produits alimentaires et d'hygiène, circuit de distribution. La campagne d'affichage, enfin, en réponse contre la COVID-19, tout récemment sur l'ensemble de la région de Dakar. Je vous remercie. Merci beaucoup. We'll now move on to question number 2. And this time, each speaker... Merci. Nous passons maintenant à la question numéro 2. Et maintenant, vous aurez 4 minutes pour y répondre à la question et la suivante. Par rapport à la question précédente, les communautés ont été touchées de manière très grave par les conséquences de la pandémie. L'économie sociale et solidaire nous permet de nous récupérer face à des défis sans précédent et a également la capacité de trouver des solutions innovantes à l'inégalité croissante des ressources dans les communautés. Quelles ont été les mesures prises par vos villes pour consolider la capacité de l'économie sociale et solidaire? Vous avez 4 minutes pour y répondre. Nous commençons avec Madame Brugada, s'il vous plaît. Bien sûr, tout d'abord, je veux vous dire que depuis la mairie d'Iztapalapa, une des tâches fondamentales a été de consolider la création, le développement, la formation de coopératives et de réseaux de commerce juste permettant de survivre et d'aller de l'avant. Tout ce secteur dont l'objectif est le progrès économique depuis la solidarité et non pas depuis la concurrence individuelle uniquement. Donc, ce qu'a fait la mairie dans cette crise de pandémie, ça a été d'acheter aux coopératives les produits qui seraient utiles dans cette circonstance. Nous avons acheté des masques, des combinaisons, tout ce qui est devenu d'un coup une nécessité urgente pour la mairie afin de faire face à la pandémie. Donc, nous avons ouvert cette voie d'achat direct aux coopératives. Et dans un moment aussi difficile où les usines étaient fermées, nous ne pouvions pas avoir accès à de grandes quantités de ces produits. Celles qui ont ouvert leurs portes et qui se sont mises au travail, c'est les coopératives. Donc, cela a été très important et je tiens également à dire que nous avons développé pendant cette pandémie des réseaux de commerce de quartier et ça a permis à travers Zoom de faire des formations locales, administratives. Nous avons répondu aux défis de formation pour les PME et pour les coopératives. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas simple de construire des coopératives en plein milieu d'une crise, mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'on ne peut pas sortir, aller de cette situation, aller de l'avant de manière individuelle. Nous devons le faire depuis les quartiers, depuis le gouvernement, en plus de ces programmes. Il est important de dire également qu'en coordination avec le gouvernement de la ville de Mexico et du gouvernement fédéral, au moment le plus difficile de la pandémie, nous avons réussi à ce que dans les territoires de Iztapalapa, la population puisse avoir accès à tous les crédits, microcrédits ou soutien direct des gouvernements. Comme nous le savons,
los gobiernos municipales lo más Ce- importante para C'est les gouvernements municipaux qui sont les plus importants pour faire avancer tous ces programmes. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. And Merci beaucoup. Maintenant, nous allons céder la parole pendant 4 minutes à Oyana Aguirregoya, s'il vous plaît, de Bilbao. Vous avez 4 minutes pour la question suivante. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Depuis Bilbao, dans ce cas, l'augmentation des indices de pauvreté, d'exclusion, de pauvreté et augmentation des indices de pauvreté et d'exclusion sociale, nous voulons dire ce que nous avons fait avec la pandémie. La pandémie a augmenté les inégalités et il est important aux différents niveaux institutionnels de promouvoir des mesures freinant non seulement ce qui serait anticonstitutionnel, mais de garantir les droits fondamentaux, c'est-à-dire la vie des personnes, la santé, l'éducation, l'inclusion. Nous avons consolidé également la garantie des revenus minimaux, les mesures pour pallier à l'exclusion dans des domaines tels que l'accès au logement, l'énergie ou la mobilité. Des mesures pour faire avancer les emplois, surtout ceux qui seront inclusifs et environnementalement durables, des mesures pour favoriser la consommation locale, des mesures impliquant le développement d'une progressivité fiscale dans le paiement des impôts et les mesures fiscales pour favoriser les PME et l'économie sociale et solidaire, les valeurs sociales et solidaires, et les mesures pour la participation sociale, surtout dans ce secteur où nous avons une population plus vulnérable. Dans ce sens, depuis la mairie de Bilbao et dans notre plan de la mairie 2019-2023, nous envisageons un plan stratégique d'économie sociale et solidaire faisant avancer justement ce modèle d'économie transformatrice avec une option préférente pour le développement des économies sociales et solidaires construites depuis la collaboration entre l'administration publique, l'université, les entreprises, la société civile et la mairie. Et bien sûr, avec toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Dans ce contexte, nous voyons naître le pôle d'économie sociale et solidaire, qu'on appelle NPOL. Nous l'avons construit avec de nouvelles instances de l'économie sociale et solidaire dans une co-conception de ce programme. L'idée est d'avoir une politique publique qui sera une option de préférence pour faire avancer le projet économique de la ville et du territoire. Un programme construit depuis une collaboration de la mairie, mais aussi des entreprises, des universités, etc., avec toutes les organisations de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Et Isabelle Adriani, s'il vous plaît, vous avez 4 questions pour répondre à la question suivante. Merci beaucoup. Au cours de cette période, ce que le gouvernement de Montevideo essaie de faire, c'est de travailler sur les unités territoriales. La construction de nouvelles unités territoriales, nous avons 350 communautés populaires et ça a été la réponse des quartiers et des individus à la perte, au chômage dont ils souffraient et ne pas avoir la possibilité de nourrir leur famille. Et ce que nous avons fait aux épargnes populaires, et nous travaillons de très près avec les groupes sociaux des municipalités pour développer ces modes, ces unités territoriales où on combine le travail des épargnes et avec les cliniques, les écoles, les collectifs des voisins organisés autour de différentes thématiques en but de porter en avant un travail coordonné pour la souveraineté alimentaire et de la nutrition. Nous avons également renforcé les achats et la conception pour tous les objets qui ont été utilisés. Et les masques, les couvre-bouches et ces achats
sont distribués de façon non payante grâce à tous ces processus que j'ai mentionnés et qui nous ont permis de gérer de nouvelles alternatives. Et en dernier lieu, je tiens à souligner l'école ouverte d'agroécologie, qui est une coordination et qui comprend près de 10 institutions et des réseaux de producteurs au niveau national et qui vise la formation de la citoyenneté des citoyens en général et des producteurs tout particulièrement. Et le programme qui a déjà été mis en œuvre depuis 20 ans et les communautés qui se développent dans les zones urbaines et périurbaines dans le contexte de la production. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, Monsieur le maire Humic de Bordeaux, 2 minutes pour répondre à la deuxième question, s'il vous plaît. Il faut que je rappelle la question. Oui. Voilà. Donc. Voilà, la deuxième question. Voilà, alors pour répondre à la question qui m'a été posée, je voudrais préciser que notre souci ici à Bordeaux, ça a été de répondre à l'urgence. C'est pour ça qu'on a décrété immédiatement l'urgence climatique à Bordeaux, mais bon, on a eu souci de répondre à un certain nombre d'urgences et nous considérons aussi que cette urgence nous imposait d'être à l'écoute et d'apporter des réponses au monde de l'économie sociale et solidaire qui, comme le monde des entreprises conventionnelles, avait été particulièrement ou très lourdement impacté par la crise. Donc la réponse économique, elle devait être diverse, donc le monde économique traditionnel, conventionnel, mais également l'ESS très lourdement touché. Alors c'est la raison pour laquelle, au niveau municipal, nous avons créé un fonds de soutien exceptionnel de 1 million d'euros, qui d'ailleurs a été réabondé depuis, et qui est destiné aux associations qui connaissent des difficultés financières. Et dans le même esprit, nous avons créé au niveau de la métropole, de Bordeaux Métropole, un fonds d'urgence pour les entreprises qui a pleinement pris en compte l'économie sociale et solidaire. Mais comme vous le signalez, l'économie sociale et solidaire est aussi engagée sur le front de la lutte contre les inégalités et nous agissons également sur ce front, bien sûr, et nous agissons particulièrement sur l'emploi et le logement, dont j'ai confié d'ailleurs la délégation à un adjoint spécifique, un adjoint à l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Stéphane Peifer. Alors, pour être concret, là aussi, je dirais que nous sommes actuellement en train de candidater pour notre quartier politique de la ville, du Grand Parc, quartier du Grand Parc à Bordeaux, pour être une zone d'expérimentation nationale des territoires zéro chômeur de longue durée. C'est un processus national pour lequel il faut candidater. Nous avons candidaté pour cette expérimentation nationale et cette expérimentation consiste à créer des emplois de qualité et d'utilité sociale pour des personnes privées d'emploi depuis plus de 2 ans. Donc, le fait de candidater va nous faire bénéficier d'un certain nombre d'aides au niveau de l'État. Donc, nous attendons actuellement la réponse que l'État voudra bien apporter à notre demande. Nous cherchons également à innover. C'est ainsi qu'on a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui est consacré aux emplois de demain, qui d'ailleurs sont souvent liés à la transition écologique. Et cet appel est clos depuis hier. Donc, on va voir maintenant rapidement les résultats. Et nous aurons une attention particulière pour les projets qui luttent contre les inégalités hommes et femmes, ainsi que les discriminations liées à l'âge ou liées à l'handicap. Et enfin, dans le domaine du logement, outre l'expérimentation autour de l'encadrement des loyers, nous avons obtenu aussi nous avions sollicité de l'État d'être une zone d'expérimentation de l'encadrement des loyers. On ne peut pas le faire sans que l'État nous autorise à le faire, mais on a obtenu il y a à peu près 3 semaines une réponse de l'État nous autorisant à expérimenter l'encadrement des loyers sur
sur la ville de Bordeaux. Et voilà, donc nous mettons en place rapidement cela. Mais outre cette expérimentation, je vais vous donner l'exemple des baux réels solidaires qui reprennent le principe de l'économie sociale et solidaire et que nous développons actuellement fortement sur Bordeaux. Nous avons, je crois, à peu près 1500 projets de baux réels et solidaires. Je ne vais pas résumer ici ce qu'est un bail réel solidaire, mais c'est un système qui permet de dissocier la propriété du bâti de celle du foncier. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un immeuble sur Bordeaux et en être propriétaire, vous passez par ce qui s'appelle un office foncier solidaire qui, lui, reste propriétaire du terrain, qui va vous facturer un loyer peu important sur une très longue période. Et par contre, vous serez propriétaire des murs. Avec ce système-là, on arrive à faire baisser le prix d'un logement d'environ 25 ou 30% dans certains cas. Donc, c'est ça la vertu de ce système, c'est que ça fait baisser le prix du logement, ça favorise la diffusion de la propriété. Beaucoup d'organismes qui n'avaient pas accès à la propriété peuvent l'avoir par ce biais-là, puis c'est surtout l'outil spéculatif dans la mesure où après, quand vous revendez un immeuble, puisque vous n'êtes pas propriétaire du sol, vous êtes obligé de passer au foncier solidaire qui, lui, vous interdit de spéculer sur votre acquisition. Voilà ce que je voulais vous dire pour répondre à cette question. Merci beaucoup et thank you very much. And Madame El Wardini, please. Merci beaucoup, Madame Wadini. 2 minutes pour la deuxième question. Pour répondre à la deuxième question. Merci beaucoup. Comme je l'ai déjà annoncé, donc la ville de Dakar, quand la pandémie est arrivée, elle a participé donc à l'effort de solidarité nationale pour un montant de 100 millions, je l'ai déjà dit. Ce que nous avons fait, puisque il y avait des couvre-feux, les gens ne sortaient plus la nuit, quelques-uns n'allaient même pas au travail, on a été obligés d'accompagner les gens en les aidant. Et il y a eu un programme d'autonomisation économique, surtout pour les femmes, où on a eu 3500 bénéficiaires qui ont été accompagnés. Sur le pavage aussi, nous avons pu trouver 5000 emplois directs pour les jeunes et 10 000 emplois indirects. Sur aussi l'économie verte, nous avons encouragé les jeunes qui nous ont accompagnés dans le révertissement de la ville. Je parlais donc de l'aide que nous avions aussi apportée aux hôpitaux. Vous savez, pour promouvoir l'économie locale, nous avions décidé de ne pas importer des masques et nous avons aidé les tailleurs, les couturières à la fabrication des masques locaux. Il fallait évidemment faire des masques de bonne qualité et nous avons, à travers la couveuse d'entreprise au niveau de la ville de Dakar, accompagné les jeunes entrepreneurs pour la production de ces masques. Plus d'1 million de masques donc ont été fabriqués et fabriqués bien au Sénégal. Pour la relance toujours des activités, nous avons favorisé les entreprises qui ont été formées au niveau du FODEM et des femmes ont été accompagnées avec des petits prêts. Elles ont pu développer une activité génératrice de revenus, comme je l'ai déjà dit. Quand il y a eu la pandémie aussi, puisque c'était venu comme ça à la surprise générale de tout le monde, il fallait aider les populations en produits. Et la ville de Dakar avait acheté pour les 19 communes du riz, des produits alimentaires pour les accompagner parce que le chômage était là et les populations n'arrivaient plus à s'en sortir. Avec la campagne d'affichage aussi, nous avons fait travailler les entrepreneurs qui étaient à la couveuse d'entreprise pour les flyers et nous avons fait cette campagne d'affichage à travers toute la ville de Dakar, ce qui a quand même soulagé certaines petites entreprises qui étaient parties pour disparaître. Voilà donc en quelques mots ce que nous avons eu à faire pour soulager un petit peu les populations pendant cette pandémie. Je vous remercie. Thank you very much. And we have one final. Muchas gracias. Tenemos una pregunta final
Nous avons une question finale pour nos très éminents invités et pour qu'ils puissent répondre. Alors, la question est, ces temps si difficiles représentent-ils des activités pour renforcer la collaboration entre les acteurs et dans le cadre de l'économie sociale et solidaire? Alors, comment est-ce que ceci pourra évoluer? Alors, nous allons écouter votre réponse. Merci beaucoup. Bon, évidemment, c'est le meilleur moment pour mener en avant l'économie solidaire, car nous sommes en plein milieu d'une situation où nous espérons pouvoir dire adieu à la pandémie et pouvoir nous cibler sur la reprise économique. Alors, renforcer, en tant que politique sociale, depuis les mairies, depuis de la mairie aux entreprises solidaires, aux coopératives, pour faire reprendre l'économie sociale. Cela est la priorité, un des axes stratégiques et d'organiser des foires d'économie sociale et solidaire. Nous en avons organisé de très nombreuses. Nous organisons tous les jours des foires qui vont nous permettre de lancer la reprise de l'économie. Ceci est très important. Il est important d'avoir un rapport avec les grandes entreprises, les universités à tous les niveaux de gouvernement, les institutions, pour pouvoir aider à démarrer des projets qui nous aideront à renforcer le travail de l'économie sociale et solidaire. Il me semble qu'il y a un autre axe très important qui va être enclenché, c'est de ruraliser la ville de Mexico, la ruraliser à Iztapalapa. Cela veut dire lancer des projets verts, dans ce cas, la production d'aliments à la maison, au foyer, des fruits, des légumes, des jardins potagers pour plus de 50 000 familles. Cela deviendra la priorité pour ces mois à venir. Je tiens également à vous parler d'une stratégie très importante, la production d'aliments sous le mode le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire, la production d'œufs bio dans la zone. Nous aurons plus de 40 000 familles de femmes responsables de la production d'œufs bio à la maison pour l'autoconsommation et la vente dans les quartiers ou barrios. Nous allons poursuivre ce programme dont j'avais déjà parlé, le Mercomuna, qui consiste à échanger des bons dans le commerce rural local et qui a aidé plus de 17 000 établissements et petits magasins. Alors, cette stratégie sera pérenne. Le programme Mercomuna a surgi en plein milieu de la pandémie, mais il va être poursuivi et c'est un des meilleurs programmes sociaux et le plus important qu'ait jamais eu notre mairie tout au long de son histoire. Donc, il y a de nombreuses thématiques très importantes. Nous avons une plateforme sociale où les coopératives exposent leurs produits, les montrent et cela nous a aidé à les faire connaître, à les cotiser et pour les aider à s'en sortir. Il est important que nous, les gouvernements, investissions un pourcentage et que nous investissions sur les coopératives. Ce serait la règle du soutien pour ce type d'économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oyana Aguirre-Goitia. Merci pour répondre à la dernière question. Merci beaucoup. Dans le cas de Bilbao, la construction de communautés locales, inclusives et solidaires exige le renforcement des stratégies de coopération entre les agents publics socio-économiques. Et dans ce sens-là, il est nécessaire de
parler de modèles de gouvernance plus ouverts, bien distribués, redevables, qui puissent approfondir la co-création de politiques publiques tout en étant capables d'impliquer tous les agents qui sont concernés. Et dans le cadre de la collaboration publique-privée, les agences s'impliquent et s'attachent à créer des programmes bien concrets, spécifiques à Bilbao, qui vont contribuer de façon significative à la croissance et à la consolidation de l'économie sociale et solidaire. Alors, nous allons soutenir les entreprises et l'économie à partir d'une perspective transversale différente et dans ce cas-là, porter soutien à n'importe quel autre secteur ou activité productive et de services. Et dans ce cas-ci, construire ou bien avoir une proposition qui tournera comme un instrument d'intervention sociale au service de personnes en situation de discrimination ou vulnérables, au service de la communauté et la pièce clé liée aux relations locales, les rapports locaux, les formes d'économie, pas nécessairement le mercantilisme ou la monétisation. Donc, nous pouvons avoir un référent dans le Pays basque de politique publique dans un cadre où les dernières années, les gouvernements et les institutions internationales incorporent à leurs agendas politiques pour offrir plus d'opportunités au territoire. Et nous voulons le faire en collaboration avec tous les agents de l'économie sociale et solidaire qui ont été avec nous depuis le départ en facilitant et en frayant la voie pour y parvenir. On ne part pas à zéro, pas du tout. Derrière ce projet, nous avons plus de 30 entités qui participent et des entreprises. Et sans doute, c'est une proposition urgente et innovatrice dans le cadre de la post-pandémie pour la reconstruction sociale, sanitaire, économique, qui cherche des solutions qui ne soient pas seulement la reprise de la croissance économique telle qu'on l'avait connue avant. Et ce que vous avez mentionné à plusieurs reprises, le Polo est un projet qui recueille tout ce que j'ai mentionné et qui vise les plus vulnérables, situé dans le quartier de San Francisco. C'est une manière d'étayer l'économie sociale et solidaire et d'autres économies qui soient proches dans leur mode d'agissement, un système coopératif où ouvertement et bien articulé les réseaux de référence, les organisations singulières, les organisations publiques, les agents sociaux, les personnes, les entrepreneurs, les personnes au chômage, les voisins, les voisines, les étudiants pourront se retrouver et pourront trouver dans un esprit de partage de nouveaux débouchés pour cette économie sociale et solidaire, de nouveaux rapports, des initiatives sous une gouvernance qui soit collaborative et de co-responsabilité. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle Andrioni. Vous avez la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il me semble que c'est la meilleure occasion pour prendre au cœur de tout cela la reproduction de la vie, remettre au cœur le quotidien, l'importance du quotidien, la reproduction au quotidien du travail, de me nourrir, me nourrir le geste, me nourrir, être en société, avoir des droits et pouvoir exercer mes droits. Il me semble que c'est un moment où nous devons contribuer depuis l'économie sociale qui ne peut tourner le dos sous aucune justification à la santé et à la nature. Sans la nature, il n'y aura plus d'économie possible, faut le dire. Et par conséquent, c'est un des drapeaux, le système de production, la forme de production, les systèmes conventionnels de production qui sont en train d'oppresser et d'anéantir notre planète. Donc, ça doit être un drapeau très important qu'il faut agiter. Et cela, il faut sensibiliser les autres économies. Il n'y a pas une économie unique. Bien sûr, il y a l'économie hégémonique. On nous dit que c'est l'économie unique avec une vision unique.
qui ne tient absolument pas compte du pluridimensionnel de la rencontre des cultures, mais il existe d'autres économies, bien sûr, et c'est le moment où on a manifesté ce besoin de porter de l'avant ces autres économies, ces économies et stratégies qui ont surgi des peuples, des travailleurs pour pouvoir faire évoluer la vie. Donc, c'est un moment important pour que les gouvernements travaillent pour visibiliser ces autres économies par le biais de foires, de marchés locaux, de très nombreuses actions. Et bien sûr, c'est le bon moment pour continuer à soutenir toutes ces organisations qui actuellement, par exemple, dans le cas de Montevideo, nous permettent de continuer à travailler à la production, tel le réseau national d'agroécologie qui, il y a 20 ans, lors de la crise économique, n'existait pas. Et en ce moment, voici une période différente, le réseau national de jardins potagers communautaires qui a été édifié au cours de ces 20 années et qui aujourd'hui est un outil formidable pour travailler à l'alimentation dans les zones urbaines et périurbaines, ainsi que le réseau national d'économie sociale et solidaire qui est devenu plus fort ces 15 années. Ce sont tous des outils qui doivent être soutenus à partir des gouvernements pour générer et créer d'autres outils collectifs. Donc, voici le défi à relever. Tenir compte d'autres valeurs, d'autres principes, d'autres façons de faire et d'autres idéologies sur notre scénario. Merci beaucoup. Merci. Oui, nous devons le faire. Alors, Monsieur Pierre Humic, 4 minutes. Vous avez... Monsieur, vous avez 4 minutes pour répondre à la question finale qui nous a été posée. Merci. Alors, partant de crise, il nous faut unir vraiment et sérieusement nos forces. C'est d'ailleurs le sens de notre investissement au sein du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, car cela doit se faire à toutes les échelles, du local au global. Avant d'évoquer les partenariats publics, économie sociale et solidaire, j'aimerais vous signaler qu'à Bordeaux, nous avons un accord, je crois, assez unique, original, entre 4 niveaux de collectivité présents sur un même territoire. Donc, c'est un accord entre la ville de Bordeaux, la métropole de Bordeaux, le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est un accord multipartenarial pour développer précisément l'économie sociale et solidaire. Et au-delà de la situation de chacune de nos collectivités, nous voulons organiser un écosystème institutionnel pro-ESS si nous voulons vraiment nous inscrire dans une stratégie de changement. Et ensuite, dans nos villes, et pour donner l'exemple de Bordeaux, il nous appartient de donner la direction de ce changement, d'impulser, d'animer et d'utiliser nos ressources pour mobiliser sur nos projets tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous avons, par exemple, particulièrement mis l'accent sur l'économie circulaire pour bâtir de nouveaux modèles respectueux des ressources humaines et naturelles. C'est ainsi que nous pilotons à l'Association internationale des maires francophones, dont nous faisons partie, nous pilotons une commission sur le sujet, l'objectif étant d'aboutir à la création d'un incubateur, d'un observatoire et d'un référentiel commun d'accompagnement de formation. Pour vous citer un projet emblématique, nous avons ainsi fourni du foncier, parce que souvent ce qui manque dans nos villes, c'est du foncier disponible, c'est-à-dire des terrains. Nous avons fourni un foncier au projet, un projet qui s'appelle ici ICOS, qui est un projet qui est porté par plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire qui coopèrent pour créer un village de réemploi et ainsi créer une centaine d'emplois verts autour de ce projet ICOS, dont la moitié des emplois sera en insertion. Et nous avons également lancé un appel à manifestation d'intérêt ouvert aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour développer
des solutions en matière d'économie circulaire, mais aussi de low-tech, c'est-à-dire utilisant des technologies sobres en consommation de ressources. Voilà, je vous remercie. Thank you. Merci beaucoup. And finally, to Madame Wadini, please. Madame Wadini, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci. 4 minutes. Dernière question. La ville de Dakar, elle développe une stratégie communautaire de développement local pour promouvoir l'économie sociale et solidaire dans les collectivités territoriales et en parfaite synergie avec les acteurs de l'ESS. Cette stratégie s'appuie autour de 2 axes, permettant ainsi de développer une synergie entre les détenteurs d'enjeux, principalement les organisations de l'économie sociale et solidaire. Le premier axe, c'est la planification de proximité. À ce niveau, la ville privilégie une démarche participative dans la planification et l'implication des populations pour une appropriation des politiques auprès des détenteurs d'enjeux, principalement les organisations de l'économie sociale et solidaire. L'accessibilité au crédit et la rapidité des opérations à un taux d'intérêt soutenable constituent le deuxième axe, car sera clé un lien de confiance entre les créateurs d'entreprises potentielles et les structures d'accompagnement et permet la pérennisation des entreprises qui seront effectivement créées. Nous travaillons dans la dynamique d'une collaboration multi-acteurs à travers le réseau des acteurs et collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire d'Aractes. Un cadre fédérateur des initiatives est mis à l'échelle, qui a appuyé la stratégie, faciliter la mise en relation avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, la capitalisation, le plaidoyer et l'influence aux politiques publiques. Il faut préciser qu'avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous privilégions une approche en co-construction au niveau des 19 collectivités territoriales, des districts sanitaires, le collectif des délégués de quartier, des délégués de marché, des ateliers artisanaux, les entrepreneurs sociaux, les groupements d'intérêt économique, les coopératives et entreprises sociales, des femmes transformatrices de produits locaux représentent nos cibles et relais. Cette approche mérite d'être approfondie, structurée et intégrée dans le plan de développement local de l'économie sociale et solidaire de Dakar, sur lequel travaille la direction de la planification et du développement durable. Je vous remercie. Thank you. Thank you all. Merci, merci à tous. Merci beaucoup à tous pour ces interventions. Nous vous remercions. Yeah, there is a lot of Il y a énormément d'interférences ici. Merci, gracias. Alors, il est déjà midi au Canada. Mais avant de se quitter, avant de dire adieu, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de prendre des questions. Il y a des questions sur le chat et je m'excuse, mais les administrateurs, les organisateurs m'ont dit que vous pouvez, si on le veut, si les participants le veulent bien, les participants des différentes villes, si vous tenez à faire des remarques et à présenter vos conclusions, nous allons suivre exactement le même ordre et vous aurez le même temps pour présenter vos conclusions. Madame Lara Brugada, 1 minute, s'il vous plaît, pour présenter vos conclusions, madame. Oui. Bon, le plus important qu'il y a, c'est la vision des gouvernements, les gouvernements transformateurs en vue de renforcer l'économie populaire, les différents projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Mais le plus important, c'est justement tout cela qui doit être traduit en budget public, qui doit être traduit en politique
publiques qui nous aideront à changer le monde. Nous croyons à l'économie du bas vers le haut, nous croyons au potentiel de notre peuple pour porter de l'avant la transformation économique, et les gouvernements démocratiques et transformateurs, nous devons acheminer toutes les ressources pour leur porter soutien. Merci. Oyan Aguirre Goitia, s'il vous plaît, de Bilbao. 1 minute pour la conclusion. Eh bien, merci beaucoup. L'économie sociale et solidaire, pour nous, va totalement avec les ODD des objectifs des Nations Unies. Nous, à la mairie de Bilbao, on veut devenir un référent international de régénération urbaine. Nous voulons avoir des valeurs partagées, qui sont aussi 17 valeurs concrètement, qui se trouvent dans la charte de valeurs de Bilbao. Ces valeurs ont été décidées par les citoyens de Bilbao, par exemple la créativité, l'inclusion, l'effort, l'honnêteté, l'égalité entre les hommes et les femmes, la justice sociale, la participation, le respect des droits de la personne, la sécurité, la durabilité de la personne, etc. Ces dernières années, ces valeurs, l'économie sociale et solidaire ont permis le développement de toutes sortes d'initiatives en prêtant une attention particulière au secteur émergent. L'économie sociale et solidaire est présente dans tous les domaines de la vie pour que l'économie sociale et solidaire soit une alternative réelle pour la société dans son ensemble. Et pour cela, il faut que cette économie déploie tout ce potentiel. Nous avons développé les défis qu'il faut aborder et donc, en définitive, nous voulons travailler en faveur des personnes pour un emploi de qualité, pour une économie durable, orientée vers l'avenir. Ce sera toujours l'axe central de nos actions. C'est le chemin que nous allons parcourir depuis Bilbao, où nous en sommes sûrs, nous allons faire partie d'un nouveau paradigme qui fonctionnera à partir du local. Merci beaucoup à l'organisation et au GISEF qui ont rendu possible cet échange entre différents agents. Cet échange est fondamental pour continuer à avancer vers notre objectif commun. Merci beaucoup, Isabelle. Vous avez la parole. Partant du principe que l'économie est essentielle et que les sociétés sont des constructions socio-économiques, je pense que depuis les économies publiques, nous devons prendre comme outil nous voulons avoir des outils qui nous orienteront vers un autre monde qui est possible. Donc, notre responsabilité en tant qu'acteur politique, c'est d'ouvrir les yeux et les oreilles pour entendre et voir les territoires, parce que les réponses sont là dans l'organisation des citoyens, des territoires, dans leur sagesse et dans leur culture. À partir de là, nous allons pouvoir construire les alternatives d'un autre monde qui est possible. Muchas gracias. Monsieur Pierre, merci beaucoup. Dernier commentaire, 1 minute. Conclusion. Alors, pour ce mot de conclusion, je tiens simplement à souligner que l'année 2022 sera une année charnière pour l'économie sociale. La coalition qui s'est montée il y a quelques jours pour mutualiser le plaidoyer international de l'économie sociale est tout à fait prometteuse. L'adoption d'une résolution sur l'économie sociale par l'ONU serait vraiment une étape clé, de même que les travaux conduits par l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et le travail décent. La présidence française de l'Union européenne, qui va démarrer au mois de janvier prochain, 2022, nous donnera aussi, je l'espère, l'occasion de peser sur ces sujets. Pour donner toute sa force à l'économie sociale, nous devrons renforcer son lien avec les objectifs de développement durable,
comme s'y emploie la task force inter-agence de l'ONU. Bref, pour résumer, alors que nous commençons à entrevoir une possible sortie de la crise Covid-19, je crois que c'est le moment de nous engager résolument pour faire advenir l'économie de demain et inventer ce que le Britannique Tim Jackson appelle une prospérité sans croissance dont l'économie sociale est l'une des principales actrices. Je vous remercie. Je vous remercie également. Madame Wardini, le dernier mot à vous. 1 minute. Merci beaucoup. Mon ambition est de faire de la ville de Dakar une ville engagée pour la promotion et le développement social, économique et sanitaire de la population. Parce que nous croyons fortement que le développement local inclusif et durable constitue un des axes des politiques publiques étatiques et locales pour favoriser une meilleure inclusion des populations. À ce titre, il est question pour les villes d'engager la réflexion sur leur rôle aux côtés de l'État dans la promotion d'un modèle économique qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire et sur les stratégies à mettre en place au niveau local pour concilier l'activité économique et l'équité sociale. En Afrique, l'économie sociale et solidaire, nous connaissons bien, ça fait partie de nos pratiques quotidiennes. Alors, je voudrais vraiment remercier l'UGCF, la ville de Mexico et tous les co-débatteurs et ceux qui ont participé à cet atelier de ce matin. Je vous remercie. Thank you very much. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. I have found this opening mayor's panel. Merci. Je pense que ce panel a été vraiment inspirateur. Merci à nos 5 intervenants. Et merci également d'avoir respecté les temps. Merci à la GISEF et merci à tous les organisateurs de Mexico. Je pense que maintenant, nous sentons notre énergie renouvelée et merci à ceux qui ont dû rester éveillés pendant toutes ces heures. Merci. Je pense que nous avons donné un bon coup d'envoi à cette rencontre de la GISEF. Merci à tous. Bonne journée et Hola amigos emprendedores de la red iberoamericana. Mi nombre es Daniela Rendón, saludándolos de la Ciudad de México. Represento a GCS Protección y Beneficio Familiar, Sociedad Cooperativa de Consumo. En GCS COP, nuestro compromiso es con la seguridad social, el desarrollo profesional y económico de todos nuestros socios, a través de un modelo de publicidad y promoción digital formado por un equipo de emprendedores que buscamos maximizar la comercialización de nuestros productos y servicios. Adicionalmente, generamos ingresos fijos y crecientes con la incorporación de nuevos socios comerciales a la cooperativa. Contamos con una revista digital con emisión mensual que incluye un directorio comercial clasificado por las actividades económicas de los socios, así como artículos de interés, entrevistas, videos y promociones que los socios deseen publicar, logrando crear sinergia comercial dentro de la cooperativa.